Oui, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence ce matin, d'avoir répondu donc à notre invitation sur ce séminaire sur l'électromobilité. Je voudrais en premier lieu excuser Henri Pons, qui est retenu dans sa commune des Guiers, et remercier naturellement les équipes de la gamme et nos équipes de la métropole qui ont organisé ce séminaire. Il nous paraissait important, à l'occasion des 1 an de l'adoption du schéma départemental et métropolitain des IRVE, de faire un point sur l'électromobilité, qui est un sujet qui est au carrefour, naturellement, de nombreux enjeux pour l'environnement comme pour le territoire. Ces problématiques de l'électromobilité, des énergies propres, sont au cœur des sujets de transport, des sujets de mobilité depuis plusieurs années. Et clairement, elles recouvrent des enjeux importants. Les enjeux environnementaux, naturellement. Le secteur des transports reste le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et c'est le seul secteur dont le volume d'émissions ne diminue pas autant qu'il le devrait. Il ne diminue pas d'ailleurs du tout, mais encore moins autant qu'il le devrait au regard des objectifs que nous avons en matière de lutte contre le changement climatique. Et donc clairement, nous sommes devant la nécessité d'un redoublement des efforts dans ce domaine-là dans les années qui viennent. L'enjeu est naturellement économique, à un moment où nos compatriotes souffrent d'une crise du pouvoir d'achat, où nous faisons face à une inflation relativement élevée, bon, même si elle tend à décélérer, semble-t-il. Il y a bien longtemps que nous n'étions plus habitués à construire des budgets annuels avec 3 à 5% d'inflation. Et je dirais, si on avait connu cela dans les années 90, on était venu à des niveaux d'inflation quasi nuls, à des niveaux où l'argent était quasi, les prêts étaient quasi à taux 1%, à des taux négligeables. Nous devons nous habituer aujourd'hui à une autre dimension économique, avec le prix de l'énergie qui est élevé et qui devrait rester élevé au regard des vicissitudes que connaît la planète à travers les conflits, qu'il s'agisse des conflits ukrainiens et aujourd'hui éventuellement le conflit israélo-palestinien qui peut avoir des conséquences sur le marché du pétrole. Nous devons naturellement être attentifs à cela, puisque l'électromobilité aujourd'hui est un des freins, et naturellement non seulement le coût d'acquisition des véhicules, mais également le coût de la recharge, notamment pour ceux qui n'auront pas la possibilité de faire des recharges à domicile. Donc cette dimension sociale est également importante et est au cœur de la réflexion que nous devons avoir, aussi bien nous, métropole, en qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, que naturellement la gamme et autres, dans lequel la dimension sociale pour l'accès de tous à cette électromobilité est important. Enfin, la mobilité est un droit. C'est un droit qui est nécessaire par rapport au développement économique, puisque l'ensemble des activités de développement économique passent par la mobilité, mais c'est également l'enjeu de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accès aux loisirs, plus largement à la consommation, qui est un élément fort. Donc la réponse au niveau des transports passe naturellement par une amélioration de l'efficacité énergétique des différents modes de transport et par une modification des comportements. La métropole, en tant qu'AOM, avait, engagé et doit réussir le défi d'une mobilité durable et d'accompagner les transformations techniques nécessaires pour y parvenir. C'est dans ce cadre-là, je dirais, qu'avait été adopté en décembre 2021 à l'unanimité du Conseil métropolitain le plan de mobilité qui est, je dirais, notre feuille de route en matière de développement de la politique de mobilité portée par la métropole, qu'il s'agisse naturellement de favoriser le report modal, de développer les modalités décarbonées aussi bien dans les modes lourds que dans la transition énergétique du parc actuel. Cette politique volontariste des transports collectifs et du développement d'une mobilité décarbonée s'applique naturellement sur la décarbonation des véhicules légers, des particuliers, des entreprises, mais également le déploiement des mobilités alternatives. Et nous travaillons au développement d'offres de mobilité complètes
pour accroître les possibilités d'utilisation des transports partagés par tous, avec notamment prochainement le lancement officiel du service Le Covoiturage, qui favorisera là aussi l'utilisation des véhicules particuliers à plusieurs, de manière à, réduire l'autosolisme qui reste encore trop important sur notre territoire. On rappelle que plus de 90% des véhicules qui rentrent matin et soir, ou qui circulent matin et soir sur le territoire de la métropole, sont occupés par un seul passager, en l'occurrence le conducteur. Il y a, une part très importante du développement de la mobilité collective qui passe par le développement du covoiturage, pour autant que les conducteurs acceptent de rompre leur bus d'isolement, et nous allons les accompagner financièrement notamment pour essayer de favoriser donc un mode plus partagé de l'usage du véhicule particulier via donc cette plateforme Le Covoiturage, mais les annonces interviendront d'ici quelques jours. Dès 2017, la métropole avait engagé une politique très ambitieuse en matière de transition énergétique de notre parc de bus sur la métropole, avec une volonté de répondre aux obligations qui avaient été faites par la loi de transition énergétique et croissance verte de 2015 pour orienter notre parc vers des véhicules à faible, voire très faible émission. Donc le choix avait été fait de déployer sur Aix et Marseille des réseaux de bus 100% électriques, et sur le reste du réseau, tant urbain et interurbain, la métropole a la particularité d'avoir un réseau, le CAR, ex-départemental, qui relie les différents noyaux urbains de la métropole, donc que nous appelons un réseau interurbain d'autocars, avait vocation, pour l'essentiel, à être exploité avec des véhicules fonctionnant au GNV. Là aussi, les évolutions législatives, notamment au niveau européen, interrogent sur la possibilité de recourir durablement au GNV, y compris au bio-GNV, puisqu'il y a des difficultés à ce qu'il soit reconnu comme une énergie 100% propre. Et par ailleurs, l'engagement de la métropole en matière d'hydrogène, avec les enjeux de décarbonation de l'industrie au niveau de l'ouest métropolitain, et l'éventuelle arrivée, comme cela a été annoncé par le président de la République, d'un gazoduc à hydrogène qui nous apporterait de l'hydrogène vert depuis le Maroc et l'Espagne, et qui desservirait ensuite, tout le corridor rhodanien et s'orienterait vers la Suisse et l'Allemagne, est un enjeu très important pour nous. Aussi, la métropole est engagée dans le développement de l'usage de l'hydrogène pour les transports, et nous expérimenterons en 2024 des bus à hydrogène, et j'espère en 2025 des autocars à hydrogène. Aujourd'hui, plus de 30% de notre parc est actuellement constitué de véhicules propres, et 100% des véhicules acquis à partir de 2025 le seront. Sachant que l'objectif que nous avions au départ de 100% des véhicules, du stock de véhicules en 2035, est susceptible d'être avancé pour Marseille à 2030, dans la mesure où cela fait partie des engagements qui ont été pris dans le dossier de candidature que nous portons avec la ville de Marseille auprès de l'Union européenne sur 100 villes décarbonées en 2030. Et le rythme dépendra notamment des éventuelles aides financières qui pourraient nous être apportées, puisque l'investissement pour la seule ville de Marseille de la décarbonation à 100% de notre parc d'autobus représente près d'1 milliard d'euros au regard de l'électrification des dépôts et du renouvellement des bus concernés. Donc c'est un effort financier colossal. Et aujourd'hui, on va dire, les dispositifs qui existent ne sont pas suffisants, dirais-je, pour que nous puissions engager sereinement cette transition énergétique pour respecter l'objectif 2030. Alors, les IRVE, qui est le thème aujourd'hui de notre séminaire, est un élément très important naturellement pour l'ensemble des possesseurs de véhicules, qu'il s'agisse des particuliers comme des entreprises, notamment TPE, PME, qui n'ont pas toujours la capacité d'installer des bornes de recharge, à domicile ou au niveau de leurs locaux pour les TPE ou PME. Et nous avons un département, le département des Bouches-du-Rhône, qui a longtemps accompagné de manière très importante l'acquisition de véhicules électriques, ce qui place le département parmi ceux qui ont aujourd'hui un taux de pénétration du véhicule électrique parmi les plus élevés de France,
Et donc l'enjeu du déploiement des bornes de recharge est très important. Et c'est ce qui nous avait conduit, en lien avec nos partenaires que sont le SMED, le syndicat mixte de l'énergie du département, le SMED des Bouches-du-Rhône, la communauté de communes des Baux-Alpilles, a adopté le schéma directeur départemental des infrastructures de recharge électrique en octobre 2022, il y a un an maintenant. L'objectif de ce schéma était de définir les priorités d'action que nous partagions au niveau des autorités locales pour parvenir à une offre de recharge suffisante, avec pour objectif à horizon 2025 d'avoir près de 5800 points de recharge déployés au niveau du département des Bouches-du-Rhône, dont 5700 sur le seul territoire métropolitain. En s'appuyant sur les opérateurs publics que nous sommes, mais aujourd'hui il n'y a plus carence de l'initiative privée, donc en s'appuyant notamment et particulièrement sur les opérateurs privés qui sont prêts à investir d'une part dans l'espace public, sur la voie publique, et c'est pour cela je pense que de nombreux représentants des communes sont ici aujourd'hui, mais ou à investir sur des espaces ouverts au public, comme cela peut être le cas des grandes surfaces, des zones commerciales ou d'autres opérateurs, sans parler naturellement de l'offre privée qui vient compléter cela, notamment qu'il s'agisse des fournisseurs d'énergie aujourd'hui qui développent des bornes de recharge très rapides sur leurs stations, ex-stations-service essence ou gazole, mais ça peut être le cas aussi des bailleurs sociaux naturellement, ou ça peut être le cas encore d'un certain nombre d'opérateurs privés qui ouvrent leurs bornes de recharge à l'usage public. Aujourd'hui, le modèle se cherche encore, il n'est pas simple. Il y a plusieurs modèles qui coexistent et je dirais c'est avec le temps et les épreuves à la fois économiques, techniques, que véritablement la route se dessinera et que les différents modèles économiques cohabiteront. Je rappelle pour nous l'enjeu notamment social pour les personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir des bornes de recharge à domicile, de pouvoir demain trouver des bornes de recharge économiques qui rendent, je dirais, l'électromobilité compétitive par rapport à l'usage actuel des véhicules à énergie fossile. Donc c'est un élément très important et ce séminaire est l'occasion de faire le point. C'est un premier rendez-vous. Naturellement, dans le cas des différentes tables rondes et des différentes présentations qui vont intervenir maintenant, ce sera l'occasion de faire le point sur ce qui avance, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et j'espère que vos échanges, que vos réactions nous aideront à construire le chemin que nous avons à parcourir ensemble pour aller dans la direction d'une électromobilité, je dirais, quasi totale à moyen et long terme. Donc c'est bien la volonté de complémentarité naturellement entre les initiatives publiques, les initiatives privées et sur les enjeux d'équipement à domicile dans l'espace public comme dans les espaces privés, notamment d'entreprises, que nous devons travailler si nous voulons exploiter tout le potentiel de l'électromobilité et si nous voulons aboutir à un maillage homogène pour des solutions de recharge accessibles à tous sur l'ensemble du territoire. Un des éléments auxquels la métropole a veillé était d'éviter la création d'éventuels acteurs monopolistiques sur tel ou tel endroit du territoire. Ça nous paraissait important. Et le dernier élément que je voudrais souligner en présence ici de la gamme, c'est notre volonté de créer un réseau d'acteurs à l'échelle de la métropole et plus largement du département, compte tenu de nos partenariats avec le SMED et la communauté de communes Vallée Baux-Alpilles, que nous pourrons mieux travailler, mieux nous coordonner, apprendre ensemble, apprendre de nos erreurs, parce que je dirais c'est aussi... on apprend davantage souvent de ses erreurs que de ses succès, mais il ne faut pas trop en faire et en aucun cas les répéter, mais il est important de partager pour progresser ensemble et pour nous adapter à ces évolutions qui nous interrogent et pour lesquelles très clairement nous n'avons pas aujourd'hui réponse à toutes les questions
et en aucun cas nous n'y prétendions. Nous n'y prétendons. Voilà pour vous dire donc que ce séminaire est l'occasion de faire un bilan aux 1 an de l'adoption du schéma départemental et métropolitain des IRVE. Et j'espère que c'est un premier rendez-vous qui en appellera d'autres, à l'occasion peut-être du 2e anniversaire, en partenariat avec la Gamme si elle le souhaite, et le cas échéant d'autres partenaires, parce que très clairement, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos échanges et je dirais de la lecture de ce qui est en train de se passer sur le terrain et que nous avons à accompagner au mieux. Merci à vous, bon travail, je vais rester parmi vous ce matin et j'espère beaucoup apprendre de vos interventions. Merci.